Est-ce que vous entendez bien? Merci beaucoup. Donc, on va essayer de commencer cette deuxième masterclass. Merci d'être venu. Vous voulez que je commence par moi ou je commence par le sujet? Par moi. Vous savez ce que c'est qu'un slasher? Un slasher. Vous connaissez le slash? Oui. Donc, vous l'utilisez pour faire quoi? On fait quelque chose, on slash, on fait quelque chose d'autre, on slash, on fait quelque chose d'autre. Donc, moi, je suis un slasher. Je suis quelqu'un qui a le bonheur ou le malheur de dormir 3 heures par jour. Et ça laisse beaucoup de temps. Donc, je fais plein de choses. Je suis chargé d'affaires à l'Université d'Aix-Marseille, dédié aux industries culturelles et créatives. Mon travail, c'est de voir ce que font les laboratoires de recherche et d'aller le vendre aux entreprises, aux associations, aux collectivités territoriales. Je suis écrivain. Si vous allez sur Amazon, vous voyez mes livres, c'est sur le pseudo Cheikh Balé, Cheikh avec S-H-E-E-X, B-A-2-L-E-Y. Je suis aussi entrepreneur. Mon entreprise s'appelle la Multiservice africaine d'affaires et de médiation. Au moment de pic, on est monté jusqu'à 9 salariés. Actuellement, on en a 7. Et j'interviens dans différentes formations au niveau de l'UE. Plusieurs structures, et notamment... Oui. L'activité de mon entreprise, c'est dans l'événementiel, la gestion des archives et l'organisation d'activités en lien avec le patrimoine, comme des activités de lutte, de danse, donc des activités culturelles. Mais le secteur qui marche le plus, c'est le secteur de la gestion des archives. Il y a aussi une maison d'édition à l'intérieur, donc qui marche aussi bien. Mon autre activité, c'est je suis consultant formateur. Et donc, j'interviens au niveau de différents organismes, notamment l'AUF, l'IRD, sur des parcours d'accompagnement des étudiants à l'employabilité ou d'accompagnement de formateurs, enseignants-chercheurs à l'employabilité, à la création d'entreprises. Et je suis également chercheur indépendant. Donc, je travaille sur les questions de mémoire. Je suis docteur en sciences de l'information et de la communication. Donc, je travaille sur les stratégies de communication de la science et sur les mémoires. Est-ce que c'est bon? Si vous voulez savoir autre chose, vous pouvez poser la question. C'est bon? OK. Donc là, l'idée, c'était de vous parler de technologie durable, quelle opportunité pour l'artiste africain. Donc, j'ai convenu avec l'organisation de réorienter un peu parce que les technologies durables sont souvent étudiées dans le domaine de la science. Et l'idée, c'est plus de vous parler de la science de façon générale, y compris des technologies durables, et de ce que ça peut apporter à l'artiste africain. Donc, la première chose à faire, c'est peut-être de... Donc, la première chose à faire, c'est peut-être d'essayer de nous accorder sur ce que c'est que l'art. Parce que depuis ce matin, on en parle beaucoup, mais on fait un focus sur l'art, peinture, graphisme, musique, etc. Mais l'art, c'est beaucoup plus large que tout ça parce que vous entendez souvent dire le premier art, le deuxième art, le 7e art, qui est le cinéma. Dans le milieu académique, l'art, ça va de l'architecture, qui est le premier, la sculpture, qui est le deuxième. Ensuite, ça continue la musique, la danse, le cinéma, et aujourd'hui jusqu'aux jeux vidéo. Donc, c'est un périmètre qui est très, très vaste. Et dans ce périmètre,
Aujourd'hui, certains ne sont pas appelés artistes. Quelqu'un qui conçoit des bâtiments, on va l'appeler architecte tout court. On ne va pas forcément considérer que c'est un artiste. Si on prend le domaine du sport, par exemple, vous allez entendre parler d'art martial. On va certainement vous dire des artistes martiaux, mais on va les considérer comme des sportifs plutôt que comme des artistes. Donc, ce qui pose la question de qui est artiste, qu'est-ce qui est art. Mais si on reste dans le sens commun, on va considérer que les artistes sont ceux qui produisent des œuvres d'art dans le sens peinture, dans le sens chorégraphie, dans le sens musique et même dans le sens cinéma, parce personne jusqu'à présent n'a contesté ou essayé de nier le fait que le cinéma soit un art. Mais par contre, dans cette catégorie de cinéma, du point de vue universitaire, on inclut quand même tout ce qui va être média comme la radio, la télévision, etc., mais qui ne sont pas généralement considérés comme des artistes. Donc, ce qui veut dire que l'artiste, c'est une personne qui, dans notre imaginaire, conçoit des œuvres qui sont originales. Ça peut être des films, ça peut être des chorégraphies, ça peut être du dessin, ça peut être de la peinture, ça peut être plein de choses, mais on le considère à partir du moment où on pense que c'est original. Original ne veut pas dire que personne ne l'avait jamais fait auparavant. Des gens peuvent faire quelque chose qui était très proche, mais qui en fait se différencie parce que cet artiste-là a réussi à mettre de sa personnalité. On va dire par exemple que tel artiste, il a un univers sombre. Quand il fait des peintures, quand il fait des objets, on voit qu'il y a de la mort, de la tristesse, de la douleur, de la souffrance. C'est cette personnalité-là qui fait que toutes ces créations vont être originales parce que c'est cette originalité qui va le démarquer, lui, des autres artistes. Mais qu'est-ce qu'il fait, l'artiste? Donc, il crée. Il produit des choses. Mais ces choses-là qu'il produit sont des choses qui ont une finalité. Cette finalité, souvent, c'est de produire de l'émotion auprès des personnes qui regardent cet objet. Quand vous écoutez de la musique, le chanteur, il s'attend à ce que vous ayez du plaisir, à ce que vous ayez envie de réécouter ce morceau de musique. Quand vous regardez un film de cinéma, son auteur, ce qui l'intéresse, c'est que vous appréciez son film. Quand vous regardez une œuvre d'art, le créateur, c'est pareil. Il a envie de susciter de l'émotion en vous. Donc la particularité de l'art, contrairement à beaucoup de créations, c'est le fait qu'on essaie de toucher un humain dans ce qu'il a de plus profond. Son cœur, ses émotions, ses envies, ses désirs. Et c'est ça qui fait la différence entre l'art et beaucoup d'autres secteurs. Et c'est d'ailleurs ce qui fait que, quand on va parler plus globalement d'industrie culturelle et créative, la notion d'industrie va venir justement pour un peu être en démarcation avec cette finalité de l'art. Parce que là, du coup, on va avoir une finalité économique quand on va parler d'industrie. On va chercher à faire de l'argent. Tandis qu'avant, on cherchait à faire de l'émotion. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que l'un n'empêche pas l'autre. On peut vendre 1 million de disques en créant beaucoup d'émotions. Ceux qui ont été jeunes dans les années 80 n'oublieront jamais Michael Jackson. Ceux qui ont été jeunes dans les années 90 n'oublieront pas Tupac Shakur. Parce que ce sont des gens qui ont marqué leur génération. Comme les années 60 ont été marquées par le jazz, comme les plus récemment, là on voit des artistes de R&B donc qui explosent, qui cartonnent, etc. Donc dans cet art-là, de façon globale, il y a une expression de la personnalité, mais ça veut dire qu'il y a une expression aussi d'identité. Parce que chaque personne est reliée à un groupe par un certain nombre d'éléments.
l'éducation, la géographie, la culture, la mémoire, etc. Et ce sont ces identités-là qui vont aussi avoir leur influence sur un artiste. Parce qu'il va toujours partir de ce qu'il sait, de ce qu'il a vécu, pour pouvoir imaginer ce qu'il va produire et ensuite pouvoir aussi savoir à qui il va s'adresser. Généralement, un artiste, il commence par s'adresser à son quartier, aux gens autour de lui, avant de passer plus loin dans sa ville, dans son pays, à l'international. Il est très rare de voir un artiste commencer par l'international avant de revenir chez lui. Sauf ceux qui ont grandi à l'étranger. Donc cet artiste, qu'est-ce qu'il fait? Il exprime une culture, une personnalité, il exprime une mémoire, etc. et tout. Il exprime un savoir, parce que le savoir, c'est l'ensemble de ces éléments-là qu'on va considérer comme un savoir. Qu'est-ce qui fait la particularité de l'art africain? Quelqu'un veut se lancer? L'Afrique est un continent avec une histoire qui est très différente de l'histoire qu'on peut trouver dans les autres continents. L'histoire de l'Afrique est marquée par des douleurs, par des souffrances, par des effacements. Aujourd'hui, quand on est un jeune Africain et qu'on lit un manuel d'histoire, la plupart du temps, ce qui est écrit est faux. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont omises volontairement, qui sont effacées parfois, pour différentes raisons. Domination, colonisation, néocolonisation. Donc tout ça fait que l'Afrique est un continent à part, avec une histoire à part. Et cette histoire à part fait des hommes qui ressentent les choses différemment. Des hommes et des femmes, évidemment, qui ressentent les choses différemment, qui ressentent les choses de façon particulière et qui les expriment de façon particulière. Mais ça fait aussi que, à partir de l'expression d'une chose, on peut rattacher une personne à une géographie. On peut dire, ah tiens, il a une tenue marocaine. Ah tiens, ça c'est une chanson berbère. Ah tiens, ça c'est de la musique du Congo. Ça c'est un bâti du Burkina. Parce que ces éléments-là, quand on les trouve, généralement, on les trouve nulle part ailleurs. Et c'est surtout souvent des éléments qui ont survécu aux différentes agressions contre les cultures, et ce qui fait plus encore leur particularité. Donc, un artiste africain, il a des héritages. Souvent, ces héritages-là sont un peu un socle de ce qui lui permet de faire. Mais puisqu'il a cet héritage-là qui le différencie des autres, mais qu'il n'en est pas moins inscrit dans le monde en même temps que les autres, il a aussi la culture des autres, ce qui lui permet d'avoir cette dynamique-là qui lui permet soit de rester dans sa culture, soit de partir de sa culture vers l'autre. Et c'est pour ça que vous avez plein d'artistes africains qui explosent aux États-Unis, qui font de la musique française, de la musique d'autres pays, qui réussissent dans différents secteurs de la culture, dans d'autres pays, sur d'autres continents. L'artiste, c'est aussi quelqu'un qui cherche, qui essaie de voir ce qui se passe autour de lui, de comprendre les choses. Aujourd'hui, quand on parle d'art et d'intelligence artificielle, c'est parce qu'il y a des technologies qui émergent et les artistes essaient de les comprendre pour pouvoir les utiliser. Donc, ça veut dire qu'il y a de la science qui va se faire. Donc, l'artiste africain aujourd'hui, il est en face d'un certain nombre de défis. En particulier, trouver des marchés pour ses débouchés, produire des choses avec son identité, etc.
Bon, malheureusement, on est encore bloqué par la technologie. Donc, on parle. L'idée derrière cette masterclass, c'est de vous parler d'innovation. D'innovation, de ce que ça peut apporter. Les innovations, vous connaissez tous le tam-tam. Le tam-tam, le tambour. Vous ne connaissez pas? Hein? Oui, outil de musique. Vous savez que c'est une innovation. Parce qu'en fait, ce que c'est que l'innovation, ça doit être quelque chose qui apporte du nouveau ou qui est totalement nouveau. Oui. Ça peut être totalement nouveau, 100% nouveau. Comme par exemple, quand le téléphone portable est arrivé, il n'y avait pas de téléphone portable. Quand le smartphone il est arrivé, il a juste amélioré une version GSM qui existait déjà, que les gens utilisaient. Quand vous avez par exemple le Boeing 707 qui arrive, il va juste améliorer le Boeing 700 qui existait déjà. Quand vous avez aujourd'hui une nouvelle paire de baskets qui sort sur le marché, généralement, il améliore les paires de baskets qui existent déjà et il ne va pas être totalement révolutionnaire à 100%. Donc ça, c'est la dimension de la technologie. Il y a quelque chose qui peut être totalement nouveau ou quelque chose qui peut améliorer quelque chose qui existe de totalement nouveau. Maintenant, là où le tam-tam est une innovation, c'est que dans l'innovation, il faut non seulement que ce soit nouveau ou amélioré, mais il faut que ça ait un usage quelque part et ça ait un marché. Si vous prenez le tam-tam, imaginons simplement qu'on soit dans un pays d'Afrique, peu importe lequel. Les gens, ils travaillent, ils sont pêcheurs, agriculteurs, éleveurs. Le soir, ils sont fatigués, ils rentrent chez eux. Et quand ils arrivent, chacun est tellement fatigué qu'il dit qu'il va se coucher. Mais les gens ont besoin de sociabilité, d'échanger entre eux, de pouvoir se regrouper. Et qu'est-ce qu'ils peuvent imaginer? Quelque chose qui va les réunir, quelque chose qui va le soir, malgré leur fatigue, pouvoir les mettre ensemble. La musique est une bonne idée. Mais sauf que quand on le dit comme ça, on dit la musique, on peut se dire on va chercher un instrument de musique. Comment est-ce qu'on peut chercher un instrument de musique? Il y a plusieurs façons. On peut être un physicien du son. Aller dire, moi j'essaie de capter des vibrations, etc. Mais on peut faire de l'observation. Si par exemple on est dans les villages où les femmes pilent déjà le mil, le blé, etc., et utilisent des mortiers, on entend bien le son quand elles pilent le mil, quand elles pilent le blé. On peut se dire, tiens, ce serait pas mal d'essayer de voir si ça peut finir par être un instrument de musique. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On le prend, on essaie de faire de la musique avec. Comme premièrement, c'est lourd. Deuxièmement, le son, ça ne va pas varier beaucoup. Ensuite, il faut quelque chose de lourd. Donc, on va essayer de l'améliorer progressivement en creusant un trou au fond pour améliorer le son, en ajoutant une peau, mais pas n'importe quelle peau. Quand on met une peau de chameau, ce n'est pas la même musique que si on met une peau de brebis. Ce n'est pas la même musique si on met une peau de vache ou une peau de chèvre. Donc, tout ça va demander de réfléchir. Et la peau, quand on la met, la peau, elle va sécher, elle va se gondoler. Mais pour la maintenir bien accrochée, qu'est-ce qu'on doit imaginer? On doit imaginer de l'attacher. Et ensuite, de temps en temps, de mettre quelque chose de gras, huileux, pour que ça se détende encore et que ça ne casse pas. Mais quand on a un tam-tam qui est long comme ça, il est lourd. Donc, on ne va pas le porter, mieux vaut le poser. Quand on en a un qui est plus petit, on peut même le mettre sous l'aisselle. Mais la différence surtout entre le grand et le petit, ce n'est pas seulement le poids, c'est aussi le fait que ça ne produit pas les mêmes sons.
Donc, du coup, on va poursuivre la réflexion sur le son, travailler les matériaux. Mais une fois qu'on a sorti plusieurs tam-tams, qu'on les a mis là, on a de la musique. Les soirs, on danse, on chante, on est content. Mais mieux encore, puisqu'on entend le son très loin, quand on veut que les soldats ils entendent parce que le pays est attaqué et qu'on doit le défendre, qu'est-ce qu'on fait? On bat le tam-tam. On imagine un air particulier pour appeler les soldats. Quand une personne décède parce que les villages sont très lointains et que les moyens pour accéder aux uns et aux autres sont compliqués, on bat encore le tam-tam. On a technologiquement quelque chose de nouveau. On a quelque chose qui est utilisé comme instrument de musique. On a quelque chose qui est utilisé comme outil de communication. Mais on a surtout quelque chose qui a mobilisé plein de corps de métier. Il y a le tisserand pour faire les cordes, il y a le tailleur pour faire la peau, il y a le bûcheron pour creuser, il y a le sculpteur, le bûcheron pour couper le tronc, le sculpteur pour le creuser, etc. Et donc l'innovation, c'est ça. C'est quelque chose qui va mobiliser plusieurs personnes, voire plusieurs corps de métier, en tout cas plusieurs compétences, pour arriver à produire un objet qui va répondre à un besoin du marché et éventuellement pouvoir s'ouvrir à d'autres besoins du marché et qui est... Oui, parce que ça, c'était de la technologie à l'époque où le tam-tam il est sorti. Le tam-tam a plus de 10 siècles. Donc, à l'époque où c'est sorti, imaginez un instrument comme ça, c'était déjà de la technologie, comme aujourd'hui, le faire avec de l'intelligence artificielle. Mais ça, c'est un objet artistique, parce que les musiciens l'utilisent. Mais aussi, c'est de la sculpture. Aujourd'hui, il y a plein de tam-tams sur lesquels le tronc qui est utilisé fait l'objet de structures avec des dessins qui sont extrêmement intéressants. Donc, on associe la musique à la sculpture pour avoir cet objet-là. Et aujourd'hui, si on se met dans une époque moderne, on est dans un développement durable. Parce que le bois, c'est un objet de développement durable. Maintenant, essayons de voir ça dans un contexte scientifique. Parce que c'est important de le voir dans un contexte scientifique. Si aujourd'hui on dit on a un besoin, comme eux, ils avaient dit qu'ils voulaient un instrument pour les réunir, qu'est-ce qu'on fait? Ben, des chercheurs, ils vont se retrouver et ils vont dire, ah tiens, on a besoin d'avoir un moyen de transport beaucoup plus rapide pour relier nos villes. Qu'est-ce qu'ils vont faire dans un premier temps? L'état de l'art. Réfléchir, qu'est-ce qui a été déjà fait? Parce qu'il ne faut pas se tromper. Qu'est-ce qui a été déjà fait? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Quelles sont les pistes qu'on peut exploiter? Et à partir des pistes qu'on peut exploiter, parce que les autres ont échoué ou parce que les autres ont déjà abouti, donc ils vont dégager des pistes de recherche. Et ces pistes de recherche vont mobiliser des équipes, plusieurs compétences, plusieurs personnes. Ils vont discuter et ensuite dire, OK, on va sur cette piste. Et quand ils vont y aller, ils vont faire exactement comme pour le tam-tam. Ils seront tanneurs, sculpteurs, chacun va faire ce qu'il a à faire pour faire un objet. L'un va travailler sur le moteur parce qu'il est ingénieur dans l'automobile, l'autre va travailler sur le son parce qu'il ne faut pas que le véhicule fasse beaucoup trop de bruit, parce que lui, il est acousticien. L'autre, il va travailler sur le design parce que lui, il est graphiste, designer et il sait. L'autre va travailler sur l'aérodynamique. Une voiture roule plus vite si elle a certaines formes plutôt que d'autres, etc. Donc, chacun va faire sa partie et ensuite, on va avoir notre innovation. Mais la recherche, elle va travailler comme ça. Sauf que quand la recherche fait ça, presque personne ne sait que la recherche le fait. Donc, ce qui est important une fois que la recherche a fait tout ça, c'est de pouvoir dire aux uns et aux autres ce que la recherche a fait comme méthode et ce que la recherche a produit comme résultat. Et c'est ce qu'on appelle la médiation scientifique.
Et la médiation scientifique, c'est de l'art. Qui écrivent des articles, des livres de vulgarisation. La littérature, c'est un art. Il y en a qui vont faire des conférences. Il y en a qui vont, ça a été dit tout à l'heure en conférence, créer des applications immersives, par exemple pour faire la reconstitution de Notre-Dame de Paris. Donc malheureusement, les slides bloquent, mais c'est justement ce que je voulais vous montrer. Nous, au niveau de l'Université d'Aix-Marseille, on a une expérience d'un musée virtuel. L'objectif de ce musée virtuel, c'est de pouvoir permettre à toutes les populations, quel que soit leur âge, d'avoir accès à des connaissances issues de la recherche. Là, en ce moment, on travaille sur un parcours qui s'appelle Pétrarque. Pétrarque, c'est un écrivain italien qui a aussi vécu en France et qui a fait, au Moyen-Âge, un manuscrit qui a été enluminé. Cette enluminure, donc c'est un travail de dessin extrêmement qualitatif, très beau, avec des pigments qui sont impressionnants, etc. Mais ce travail, il l'a fait dans son studio par d'autres personnes qui sont des copistes. Donc l'intérêt de retracer ce parcours-là, c'est que ça va permettre à des gens qui aiment la littérature de savoir comment au Moyen Âge on pouvait produire un livre. Aujourd'hui, pour produire un livre, c'est assez simple. J'écris mon texte. Si je le trouve bien, je l'envoie à un éditeur. Cet éditeur, il le lit, il le passe à son comité éditorial. Il lui confirme que oui, il est bon, on peut le publier maintenant ou on doit faire certaines corrections. Donc les corrections sont faites. Ensuite, on fait la mise en page et puis on fait la publication. Ça peut être en ligne, donc des moyens d'effort, ou ça peut être format papier. Donc, on va passer par un imprimeur, etc. On va faire la publicité, cérémonie de lancement, etc. Donc, un livre, aujourd'hui, il se fait comme ça. Mais à l'époque, chaque illustration qu'on voyait, ça pouvait être toute une gymnastique. Parce qu'il fallait réunir des éléments pour faire les couleurs. Ce n'est pas comme aujourd'hui où on va acheter sa palette de couleurs, où on va juste mettre sur un ordinateur pour imprimer en couleur. Non, il fallait aller acheter les ingrédients, faire des couleurs, et ensuite utiliser ces couleurs-là maintenant pour mettre ici, mettre là, donc, colorier un peu partout. Et une fois que ça s'était fait, on avait le document qu'il fallait faire sécher, et ensuite qu'il fallait relier d'une certaine manière. Maintenant, on peut imaginer, à partir de cet exemple que je vous ai donné, des choses de chez vous sur lesquelles on peut faire de la médiation scientifique. Qui veut citer un exemple? Il n'y a pas de piège dans la question. Vous donnez ce que vous voulez. On imagine ensemble comment est-ce qu'on peut en faire un objet de médiation. C'est-à-dire quelque chose qui va permettre de passer la connaissance autour de ce que vous avez cité vers un public. Par exemple, si vous me dites, chez moi, il y a un puits centenaire où on raconte qu'il y a un saint qui est passé là-bas et qui a béni. Ça, par exemple, on peut se dire, premièrement, est-ce que c'est vrai? Au niveau de la science, on va se dire, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est attesté? Donc, on va avoir des chercheurs probablement en histoire qui ont travaillé sur le sujet pour donner les véritables. On va identifier la personne parce qu'un saint, c'est vague, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas d'où il venait, on ne sait pas c'est à quelle année, on ne sait pas qui il a béni, etc. Donc, on va retrouver le saint, d'où il venait, qui il a béni, etc. Et donc, en termes de médiation, ce qu'on va faire, c'est qu'en racontant cette histoire, nous, on ne va pas justement dire ce qui avait été dit. On va dire en telle année exactement, en partant de tel endroit pour aller à tel endroit,
dans un objectif de pèlerinage, dans un objectif de découverte, dans un objectif de rendre une visite familiale, un tel est passé par ce village où on lui a donné de l'eau à boire. Il s'agissait de telle personne, si on a les noms, ou de femmes qui se trouvaient là à cet instant-là, etc. Mais l'avantage, c'est qu'on peut le faire comme ça par un récit à l'oral. Mais on peut aussi faire le choix de faire un conte. On peut faire le choix de faire une application numérique. On peut faire le choix de faire une bande dessinée. Et ça, ce sont différentes opportunités qui vont s'ouvrir à l'artiste pour lui dire, approprie-toi ce que dit la science, ce que la science a découvert, pour, dans ton art à toi, communiquer des informations qui sont vraies. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de choses dans l'art sont des choses qui relèvent de la fiction. Imagine, je produis. Mais si on le fait sur des choses qui sont beaucoup plus vraies, l'art devient aussi un outil de pédagogie. Il permet d'apprendre, de former des jeunes enfants, etc., et d'apprendre à des plus jeunes exactement comment on peut évoluer et aller vers une connaissance authentique, une connaissance qui ne soit pas faite. Si vous avez un exemple, on en discute 2 ou 3 minutes. Donc, si vous avez un exemple, on en discute 2 ou 3 minutes et on arrête. D'abord, désolé du retard, tout est en bas. Pas de souci pour ça. Donc, moi, je suis un développeur, Oui, je suis étudiant ici, je suis développeur informatique, développement d'applications. oui, Donc, au Gabon. d'accord. Et au Gabon, il y a, il y a un jeu de cartes, Mhm, qui est d'origine d'un pays voisin. mhm, Et ce jeu de cartes est vraiment répandu dans notre pays. mhm, Il est tellement répandu qu'il a posé certains problèmes, d'ailleurs, qui ont abouti à l'interdiction de ce jeu dans les établissements d'accord. et dans les lieux publics. Parce que c'est un jeu qui se joue avec de l'argent. Et après, les gens mettaient plus que de l'argent, des vêtements, et des outils. Donc, ça a amené tellement de problèmes que euh, les- le gouvernement a décidé de l'interdire. Mhm, Mais c'est un jeu culturel. Maintenant, moi, quand je suis venu étudier au Maroc ici, j'ai appris à développer des applications. Et avec des amis, mhm, vu que c'est un jeu que nous jouons depuis que nous sommes petits, avec des amis ici au Maroc en tant qu'étudiants, nous jouons toujours à ce jeu. ouais, Et donc, moi, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas le digitaliser pour qu'il soit disponible en ligne et puis on n'a plus besoin de cartes physiques. mhm, Maintenant, en voulant digitaliser le jeu, j'ai fait des recherches pour chercher son origine, comment il a été créé, d'où il vient. Et je me suis confronté à un réel problème parce qu'il n'y a aucune trace. Wikipédia n'en parle pas, Google n'en parle pas. En fait, à la limite, je me demande comment ça se fait qu'un jeu qui a aussi populaire. causé des très grands problèmes à un pays, Ouais, Google n'en connaît vraiment rien. d'accord. Et vous savez, à l'ère de l'intelligence artificielle, Mhm, euh, c'est devenu très très facile de digitaliser ou comment dire, en fait c'est devenu facile de concevoir mhm, des idées. Mais l'Afrique aura un très grand problème par rapport à ça. Pourquoi? Parce que, par exemple, si je vous prends l'exemple du poker, oui, vous voyez, le poker c'est un jeu américain et tout. Aujourd'hui, si vous demandez à l'IA, créez-moi une application de poker, elle vous le fera en 1 minute. ouais, Pourquoi? Parce que le poker est connu dans le monde entier. ouais, Les règles du poker sont connues du monde entier. mhm. Donc, on fait avancer la connaissance en produisant de nouvelles connaissances. Mais ces connaissances, une fois produites, sont formalisées dans un langage qui n'est pas accessible à monsieur tout le monde.
un article scientifique, une thèse académique, beaucoup de personnes ne savent pas la lire. Simplement parce qu'il faut avoir un certain bagage qu'on acquiert par la formation à la recherche pour pouvoir le faire. Ce qui fait que ces documents-là peuvent bien exister, mais ne pas être sur Google. Si par exemple vous allez, je ne sais pas, aux Archives nationales du Gabon ou au ministère de la Recherche pour voir les différentes publications qui ont été faites là-bas, notamment ça peut être dans l'histoire, dans l'anthropologie, parce que ces questions-là peuvent avoir été étudiées, les phénomènes des jeux de société, etc., pour savoir les publications qui ont été faites. Si c'est entré depuis très longtemps, j'imagine que c'est entré avant les années 70. Voilà, donc là, on peut avoir des documents qui sont manuscrits ou qui sont tapés, mais à la vieille machine, etc., mais qui dorment dans des tiroirs, dans des endroits. Voilà. Maintenant, si c'était en Europe, c'était numérisé, on pourrait y accéder d'un claquement de doigts en faisant une recherche sur Google. Mais à partir du moment où ces documents sont dans des bureaux, dans des tiroirs ou dans des chemises quelque part au ministère, à l'université, etc., c'est beaucoup plus difficile de les avoir. Mais si vous identifiez des chercheurs gabonais qui travaillent sur les jeux de société ou qui travaillent sur les divertissements ou sur tout ce qui est ludique ou les phénomènes qui créent des problèmes, ces chercheurs-là pourront vous donner des informations sur les documents qui ont été publiés dans ce sens-là, etc., parce que c'est leur métier, c'est avec ça qu'ils travaillent. L'autre chose, c'est que vous pouvez aller dans des bases de données qui sont des bases de données scientifiques, où vous avez des publications scientifiques. Vous prenez par exemple une base de données comme le Web of Science. Si vous êtes, je ne sais pas, en tant qu'étudiant marocain, si vous l'avez, mais quasiment tous les étudiants français ont accès à cette base-là. Et donc, on peut y aller faire des recherches, mais ce sont des articles qui sont généralement publiés par de grandes maisons d'édition et donc hébergés généralement aux États-Unis. On peut aussi aller dans des bases comme Horizon IRD. L'IRD, c'est l'Institut de recherche pour le développement qui travaille au Gabon. Donc, depuis des années, comme elle a travaillé dans plus de 15 pays en Afrique de l'Ouest et central, au Cameroun, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, etc., et qui a décidé de mettre son fonds en accès public. Donc, vous tapez Horizon plein texte sur Google ou Horizon IRD, Horizon avec SIRD, vous avez accès à la base et vous pouvez taper le nom du jeu pour voir s'il y a des publications qui ont été faites sur ce jeu-là. Mais il faut aller dans des bases de données qui sont scientifiques ou contacter des chercheurs qui sont spécialistes du domaine pour pouvoir avoir l'historique. Maintenant, ce que j'ai compris, c'est que vous, ce que vous avez développé, c'est le jeu en lui-même. Donc, si vous voulez améliorer la connaissance du jeu avec des éléments, c'est tout à fait légitime. Mais je pense que pour le moment, puisque vous vous adressez à une communauté gabonaise, le fait d'avoir accès d'informations sur l'histoire du jeu ne doit pas vous ralentir. Vous pouvez continuer le développement. La communauté gabonaise qui connaît déjà bien, elle va y aller, ça va faire de la réputation, ça va voilà, populariser le jeu pendant que vous êtes en train de continuer vos recherches sur l'histoire du jeu pour pouvoir l'avoir. Mais normalement, il doit y avoir des travaux qui sont faits, soit au Gabon, soit au Cameroun, mais quelque part dans les pays qui sont autour et qui, j'imagine, utilisent aussi le jeu, même si c'est peut-être pas aussi poussé qu'au Gabon. Et ensuite, dans des sites comme l'IRD, qui ont vraiment une base de données très importante sur la connaissance produite sur l'Afrique. Donc, on peut s'arrêter là. Je vous laisse ma carte. Si vous ne trouvez pas, vous pouvez m'envoyer un mail. Ok, d'accord, merci. Comme ça, je vous aiderai à chercher. Merci beaucoup.